La Love Parade est l'un des plus grands festivals de musique en Europe. Un symbole de la culture populaire allemande, elle a attiré des millions de fêtards du monde entier pendant plus de 2 décennies. Nous sommes en 2010 et la ville de Duisbourg accueille la Technoparade pour la première fois. Des chars sonorisés circulent sur le site du festival et certains des meilleurs DJ d'Europe doivent se produire. Sans aucun doute, c'est la fête de toute une vie. Des flots de personnes affluent vers l'ancienne gare de marchandises où l'événement gratuit a lieu. Des centaines de personnes attendent à l'entrée principale. Une foule joyeuse remplit la rampe principale menant vers la zone de l'événement. Cependant, à chaque minute, la foule devient de plus en plus nombreuse, ce qui fait peu à peu disparaître l'esprit festif. À présent, des milliers de visiteurs sont entassés sur la rampe principale. Au lieu de cris de joie, les gens commencent à crier et à appeler à l'aide. Il n'y a littéralement plus d'espace pour respirer. L'événement festif se transforme en scène d'horreur, coûtant la vie à 21 jeunes. C'est une catastrophe que personne ne s'attendait à voir lors d'un festival dédié à l'amour et à la joie. La Love Parade a suscité la controverse tout au long de son histoire. Elle a commencé en 1989 comme un défilé de 150 personnes dans les rues de Berlin-Ouest. 8 ans plus tard, elle est devenue l'une des plus grandes fêtes du monde. 1 million de festivaliers ont dansé sur la Straße des 7. Juni, au centre de la capitale allemande. Malgré cela, il y avait autant de personnes opposées au festival qu'il y avait de participants. Les citoyens et les partis politiques étaient préoccupés par plusieurs problèmes liés à la Love Parade, tels que les dégâts environnementaux, le trafic de drogue illégale et le respect des règles de sécurité. C'est précisément à cause de ce dernier point que le Sénat de Berlin a finalement refusé une autorisation aux organisateurs de l'événement. Ainsi, en 2007, la Love Parade a déménagé dans la région de la Ruhr. La première ville hôte fut Essen, suivie de Dortmund. En 2009, la Love Parade de Bochum a été annulée. Enfin, en 2010, Duisbourg a accueilli l'événement. Les 2 Love Parade à Essen et Dortmund ont été couronnées de succès, avec respectivement 1,2 million et 1,6 million de visiteurs. Et la ville de Duisbourg voulait connaître le même succès. Faire partie de la campagne de la capitale européenne de la culture était une raison supplémentaire pour accueillir l'événement. Le maire de la ville, Adolf Sauerland, était déterminé à faire de la Love Parade la meilleure de toutes, surtout en raison des prévisions de 1,4 million de visiteurs. Le désir des autorités de la ville d'organiser l'événement à tout prix était immense. On pourrait même dire exagéré, au point que certaines questions cruciales dans l'organisation ont été négligées. Tout d'abord, il y avait une inquiétude quant au fait que le site de l'événement n'était pas adapté à autant de personnes. La ville et l'organisateur de la Love Parade, Lobe Event GmbH, ont convenu d'organiser le défilé à l'ancienne gare de marchandises. Avec une superficie totale d'environ 100 000 m², le site était trop petit pour accueillir 1,4 million de visiteurs. Pour résoudre ce problème, un compromis a été trouvé pour limiter le nombre de personnes sur le site à 250 000. De plus, toute la zone a été clôturée afin de répondre aux exigences des réglementations de sécurité allemandes. L'entrée de l'ancienne gare de marchandises était plus préoccupante que la zone relativement petite prévue pour le défilé. La seule façon d'y accéder était par la rue Karl Karler, une voie en tunnel. Au milieu du tunnel, une ouverture menait vers l'entrée principale en passant par la soi-disant rampe principale. Cette rampe était censée accueillir tous les visiteurs arrivant au défilé. Le problème était que le même itinéraire, y compris une rampe latérale plus étroite à l'ouest de la rampe principale, servait également de sortie depuis la zone principale de l'événement. Ce n'était pas la première fois que l'Opavent GmbH et son propriétaire, Reinier Schaller, organisaient le défilé. Pour lever les doutes sur la sécurité, ils ont fait appel à un expert en gestion des foules pour une étude sur l'évacuation en cas de danger. Les calculs des flux d'entrée et de sortie des visiteurs ont montré que la rampe principale était adaptée comme point d'accès. Bordée de hauts murs, elle mesurait 26 mètres de large et 130 mètres de long. Son flux maximal serait d'environ 115 000 visiteurs par heure. Le plus fort trafic était attendu entre 17h00 et 18h00, avec environ 90 000 personnes arrivant dans la zone et 55 000 personnes la quittant. Et pourtant, malgré les plans et les études d'experts en gestion de foule, le défilé s'est quand même terminé en catastrophe. Il s'est avéré que de nombreux facteurs critiques ont été négligés par les organisateurs. Alors, pourquoi n'ont-ils pas vu le danger arriver ?
Le 24 juillet 2010, le jour de la Love Parade, des foules de personnes ont afflué à Duisbourg avec de grandes attentes. Mais les choses se sont compliquées avant le début de l'événement. En effet, les portes du festival devaient s'ouvrir à 11h, mais en raison de travaux de construction prolongés dans la zone centrale, l'ouverture a été retardée d'environ 1 heure. Par conséquent, lorsque les portes se sont enfin ouvertes à midi, une grande foule attendait déjà pour entrer. Environ 1 heure plus tard, des milliers de fêtards faisaient la queue des 2 côtés du tunnel. À 14h, le festival a commencé. Des chars, des camions de musique décorés transportant des DJ et des danseurs formaient un défilé le long du parcours, non loin de l'entrée principale. L'idée était qu'ils attirent les visiteurs pour qu'ils rejoignent le défilé et continuent à marcher le long du parcours. En réalité, ils ne faisaient que gêner l'entrée dans la zone principale, ralentissant ainsi le flux d'entrée. L'embouteillage sur le trajet du char a accru la concentration de personnes à la rampe principale. Déjà à 14h42, toute la rampe principale, presque jusqu'au tunnel, était bondée. Le nombre de personnes présentes dépassait les capacités du responsable de la gestion de foule et du service de sécurité de l'événement. Incapables de gérer le flux constant de personnes entrant et sortant de la zone principale, ils ont tenté d'obtenir l'aide de la police, mais n'ont pu les joindre faute de talkies-walkies ou de téléphones portables. 15h30, le policier responsable a finalement contacté le responsable de la gestion des foules en essayant de coordonner les mesures de gestion de foule. Le plan prévoyait d'utiliser les pousseurs pour aider les gens à avancer et réduire la pression sur la rampe principale. En même temps, la police fermerait les points d'accès jusqu'à ce que la foule diminue et formerait un cordon au milieu de la rampe pour protéger les visiteurs. Malheureusement, le plan a échoué presque immédiatement car les pousseurs n'ont pas pu déplacer les gens vers la zone centrale. Au bout du tunnel, les festivaliers arrivants menaçaient de franchir les points de contrôle d'accès. Face à la menace d'une surpopulation accrue sur la rampe principale, la police a réagi en formant 2 cordons à l'extrémité de chaque tunnel pour stopper l'afflux de visiteurs. À 16h, l'afflux de visiteurs a été stoppé et l'embouteillage a commencé à se former dans le tunnel. À 16h12, la police a commencé à former un 3e cordon au milieu de la rampe, laissant pratiquement très peu de personnes dans la zone entre les 3 cordons. Personne n'était autorisé à passer. Mais le problème était que personne n'était non plus autorisé à quitter les lieux. Ce que la police pensait être une solution n'a fait qu'aggraver la situation. La foule entre le 3e cordon et les portes d'entrée ne diminuait pas. Les visiteurs qui essayaient soit d'entrer dans la zone du festival se heurtaient à ceux qui voulaient s'en sortir. Le nombre de personnes arrivant au défilé était si important qu'il n'était qu'une question de temps avant que les cordons ne cèdent. Inévitablement, celui à l'extrémité et du tunnel s'est effondré à 16h14, suivi de celui à l'extrémité ouest à 16h21. Soudain, un torrent de personnes s'est précipité vers la rampe principale, où le 3e cordon retenait encore la foule. En conséquence, personne ne pouvait entrer ni sortir de la zone de part et d'autre du 3e cordon de police. Des personnes ont grimpé sur des poteaux, panneaux et autres structures pour accéder au site principal au-dessus. Finalement, sous la pression de la foule, la police a dissous le 3e cordon, laissant ceux qui se trouvaient sur la rampe principale livrés à eux-mêmes, 1627. Des visiteurs ont trouvé comment sortir de la rampe principale par un escalier étroit longeant le mur ouest, juste au-dessus de l'ouverture du tunnel. En un instant, des mouvements de foule s'est produits dans la zone. Tout le monde voulait atteindre les escaliers et monter. Lorsque les policiers ont remarqué l'agitation autour d'eux, ils ont essayé de la maîtriser, mais ils n'ont pas réussi. À ce moment-là, la situation a commencé à basculer vers une catastrophe irréversible. Les gens continuant d'affluer depuis l'extrémité ouest du tunnel, rendant la foule près de l'escalier étroit insupportable. Quand la police a retiré la barrière du tunnel pour l'ambulance, des centaines de participants en ont profité pour se ruer vers la rampe. Même l'annonce de la police indiquant que la zone du festival était pleine et ne serait pas accessible avant la fin de la journée n'a rien changé. La police et la sécurité ont complètement perdu le contrôle de la foule, qui était déterminée à entrer dans le festival. Il revenait aux festivaliers de sortir eux-mêmes de ces mouvements de foule mortels. Les témoins ont décrit la scène comme douloureuse à regarder. Les gens se poussaient, certains tentaient même de grimper sur d'autres pour atteindre l'escalier. Certains ont essayé de fuir en grimpant sur les poteaux d'éclairage et le conteneur du responsable de la gestion des foules.
Il était important de se retrouver au-dessus de la foule si l'on voulait survivre. Il y avait des dizaines de personnes inconscientes, leur corps maintenu debout par la masse dense. Beaucoup levèrent les mains en l'air en criant à l'aide alors qu'ils luttaient trotter pour rester debout. Ici et là, une personne disparaissait simplement dans la foule en mouvement. Il y avait tant de monde dans un espace réduit que personne ne pouvait saisir l'ampleur de la catastrophe en cours. Non loin de la rampe principale, l'organisateur du défilé, Régnier Chalère, donnait une interview dans laquelle il décrivait la Love Parade de Duisbourg comme un succès total. Il ne savait pas que des gens mouraient à seulement quelques centaines de mètres de lui. Les véhicules de secours ont commencé à arriver sur les lieux alors que des dizaines de personnes gisaient au sol, sans signe de vie. À 17h02, les premiers décès ont été signalés sur la rampe. Dans l'escalier, les gens continuaient comme si de pousser vers la zone principale du festival, beaucoup tombant sur la tête des autres. En réalisant qu'il s'agissait de la seule sortie de la rampe et de la foule, la police a tenté d'organiser les gens et de limiter le nombre de personnes montant les escaliers. La densité sur la rampe a diminué, mais la situation restait critique. Partout, des appels à l'aide désespérés retentissaient en lui. Ce n'est qu'à 17h16 que la situation sur la rampe s'est dégagée, révélant les victimes allongées inconscientes, tandis que d'autres tentaient de les réanimer. Juste à côté d'eux, dans une scène terrifiante, des corps étaient extraits de la pile de personnes. Une fois les lieux dégagés, police, sécurité et secours ont aidé les blessés. Des ambulances faisaient des allers-retours dans le tunnel, emmenant les blessés graves à l'hôpital. Sur la rampe, avec l'aide des visiteurs, les secouristes cherchaient des survivants pour leur prodiguer les premiers soins. La plupart des blessés avaient perdu connaissance, faute de pouvoir respirer dans la foule dense. Ils ont dû être réanimés à nouveau. À ce moment-là, la fête continuait encore sur la zone principale du festival. Cependant, en apprenant ce qui s'était passé sur la rampe principale, les organisateurs ont choisi de ne pas y mettre fin, craignant qu'une évacuation d'urgence du site ne conduise à une tragédie encore plus grande. La catastrophe sur la rampe principale a entraîné la mort de 21 personnes et plus de 500 blessés. 15 personnes sont mortes sur le coup, les 6 autres ont succombé plus tard à leurs blessures. Toutes les victimes sont mortes d'asphyxie compressive, une limitation mécanique de l'expansion des poumons due à la compression du torse, entraînant une perte de souffle. Pour faire simple, l'air n'arrivait plus dans le corps à cause de la pression extérieure. Sans aucun doute, c'est la turbulence de foule qui les a tués. La question est, qu'est-ce qui a provoqué la turbulence au départ ? Une situation comme celle-ci se produit rarement d'elle-même. Quelque chose a dû la déclencher. La turbulence de foule, comme celle de la Love Parade de Duisbourg, est presque impossible à contrôler une fois qu'elle commence, et il est stupéfiant de voir à quel point elle peut se produire facilement. Dans le cas où les gens doivent attendre longtemps sans savoir pourquoi ils attendent, ils peuvent devenir impatients et finir par pousser délibérément, s'attendant à ce que les choses avancent plus vite. Le flux lent des visiteurs vers la zone principale du festival, combiné au cordon de police, a créé un embouteillage à la rampe principale. Une fois que la foule est devenue trop nombreuse, la panique a commencé à se répandre et la turbulence de foule a débuté. De nombreux facteurs ont contribué à la catastrophe. Des responsables municipaux qui ont approuvé le festival aux organisateurs de l'événement et à la police chargée de sécuriser le site, tout le monde était impliqué. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est le choix de l'emplacement. L'ancienne gare de marchandises, choisie comme zone du festival, était relativement petite pour un événement comme la Love Parade, surtout comparé au site utilisé à Berlin. L'emplacement était également limité par des voies ferrées et une autoroute de chaque côté. Cependant, l'aspect le plus controversé concernait les limitations de la rampe principale, qui était censée accueillir tous les festivaliers. Même si la superficie permettait théoriquement un flux entrant et sortant régulier, en pratique, elle était limitée par les barrières installées, les stands de nourriture et les voitures de police. Sur la largeur totale de la rampe de 26 mètres, la largeur effective pour le passage des visiteurs n'était que de 11 mètres. De plus, ni le tunnel ni la rampe n'avaient de voie séparée pour l'entrée et la sortie, donc les personnes entrant et sortant devaient y passer par la même zone. On peut se demander pourquoi les organisateurs et autorités ont choisi un lieu avec autant de problèmes de sécurité. La réponse probable était le fort désir des autorités de la ville de Duisbourg d'organiser un événement attractif pour la campagne de la capitale européenne de la culture, en particulier du maire.
Les experts ont formulé leurs préoccupations en détail au maire, qui a laissé l'approbation de la Love Parade à son administration en raison de vacances privées. En réponse, l'administration a exhorté la ville à collaborer de manière constructive, et leurs représentants pouvaient nier toute responsabilité si la ville approuvait l'emplacement du festival. Le 21 juillet, 3 jours avant le festival, le service de l'urbanisme a cédé sous la pression et a finalement accordé l'autorisation. Le maire Adolf Sauerland a donné l'approbation réglementaire seulement un jour avant l'événement. Par conséquent, la Love Parade a été organisée à la hâte, si bien qu'un certain nombre de choses ont été négligées. La série d'oublis et d'erreurs d'organisation s'est poursuivie le jour du festival. Le retard des travaux a causé un embouteillage de visiteurs à l'entrée dès le début, pouvant influencer les embouteillages plus graves ayant mené à la catastrophe. Ensuite, il y a eu le problème avec les chars. Même s'il était prévu qu'ils attirent les visiteurs arrivant de l'entrée, en pratique, ils ont entravé leur déplacement, ralentissant ainsi l'afflux global vers la zone centrale. Un embouteillage s'est formé à la rampe principale, dépassant les capacités du personnel de l'événement. Quand la police est intervenue, ils ont sans doute été surpris par la nécessité soudaine de prendre le contrôle. Ils ont décidé, dans l'urgence, de créer 3 cordons qui non seulement n'ont pas résolu le problème, mais l'ont rendu bien pire. Quand les cordons de police ont cédé dans le tunnel, des milliers de visiteurs ont afflué vers la rampe principale, formant une énorme foule. Les gens ont reconnu l'escalier comme la seule sortie possible lorsque la situation est devenue critique. Bien que cela ait mené à une tragédie, leur comportement ensuite était raisonnable, puisqu'ils ont seulement tenté de fuir le danger. La colère des visiteurs et du public envers les organisateurs de l'événement était évidente. Ils ont exigé qu'on leur donne des explications sur la raison pour laquelle 21 jeunes vies ont été perdues sans raison. La réponse qu'ils ont reçue était encore plus choquante que la tragédie elle-même. Le lendemain de la tragédie, le jeu des reproches a commencé entre le maire, l'organisateur et la police. Le syndicat de police de Rhénanie du Nord-Westphalie a été le premier à accuser les organisateurs d'une mauvaise préparation et de privilégier les intérêts matériels au détriment de la sécurité. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'organisateur réponde. Rainer Schaller, multimillionnaire allemand et propriétaire d'une chaîne de salles de sport prospère, a rejeté la responsabilité. Il a affirmé que la tragédie avait été déclenchée par la gestion de la situation par la police, en particulier la décision de former les cordons, qui, après leur effondrement, ont permis un flot incontrôlé de fêtards vers la rampe principale. Quant aux accusations concernant les négligences de l'organisation, Schaller a déclaré que tous les détails avaient été approuvés ou spécifiés par les autorités. Pour défendre leur position, la police a répondu que la tragédie dans le tunnel et sur le site de la Love Parade relevait de la responsabilité de la ville et de l'organisateur. Pour citer, la zone de responsabilité de la police s'arrêtait aux barrières d'isolement. Les accusations contre la police ont également été formulées par le maire Sauerland, que le public considérait en revanche comme le principal responsable de la tragédie. Son administration a accéléré les préparatifs et a poussé les autorités compétentes en matière de construction ainsi que les pompiers à approuver l'organisation de l'événement. De plus, l'administration municipale a complètement ignoré toutes les préoccupations exprimées par les experts concernant la sécurité des visiteurs. Après la tragédie, à la fois le ministre de l'Intérieur de Rhénanie du Nord-Westphalie et l'opposition au sein du Parlement municipal ont demandé la démission du maire. Le maire pensait qu'un tel acte impliquerait sa responsabilité dans la mort des victimes de la Love Parade et qu'il aurait agi fautivement. L'ombre de la culpabilité a plané sur la police, la ville et l'organisateur pendant plus de 5 ans, alors que l'enquête était en cours. Le parquet de Duisbourg, qui dirigeait l'enquête, a engagé un expert britannique renommé en compression humaine, Keith Steele. En décembre 2011, il a présenté son rapport final sur l'accident, sur la base duquel le procureur a retenu des chefs d'accusation. Si les organisateurs et les responsables de la sécurité ne s'entendaient pas sur le responsable, le tribunal déciderait. Le tribunal a conclu que personne n'était en faute. Le 30 mars 2016, le tribunal de district de Duisbourg a décidé de ne pas donner suite aux poursuites contre 10 suspects, 6 de la ville de Duisbourg et 4 employés de la société Lopavan.
Comme indiqué dans la décision du tribunal, l'accusation n'a pas réussi à prouver l'existence des manquements présumés au devoir de diligence ni leur lien de causalité. Même si le procureur a formé un recours et a porté l'affaire devant la Cour supérieure, tout s'est terminé de la même manière. En 2019, les 7 autres accusés ont saisi l'opportunité offerte par la législation allemande de voir les charges pénales retenues contre eux abandonnées en échange du paiement d'une amende. Pour le reste des accusés, le procès a été clôturé en avril 2020 lorsqu'il est devenu évident qu'en raison de la pandémie de Covid-19, le procès ne serait pas terminé avant l'expiration du délai de prescription de 10 ans à la fin juillet. Selon le tribunal, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de responsable pour la catastrophe. C'est tombé de nulle part, une insulte à la justice et surtout aux familles des victimes. Le maire Adolf Sauerland a été destitué en février 2012 lors d'une élection spéciale organisée suite à des pétitions citoyennes. Il a quitté son poste de maire, surpris que les électeurs aient oublié toutes les bonnes choses qu'il avait faites pendant son mandat. Rainer Schaller n'a jamais fait l'objet d'une enquête. Selon le parquet, il n'a pas influencé ce que l'accusation considérait comme une planification défaillante ou une approbation illégale de la Love Parade. Cependant, il a accepté la responsabilité morale de la catastrophe et, par respect pour les familles des victimes, il a définitivement mis fin à la Love Parade. Regardez cet épisode si cette vidéo vous a intéressé. Merci de mettre un j'aime et de laisser un commentaire si vous voulez soutenir la chaîne.